Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Émile Roux qui vient de SDS-VM. Il vient nous parler d'itinérance dans le métro. Plus tard à l'émission, au bloc Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de « Sommes-nous tous des malades mentaux ?» Et en début de deuxième demi, Alain Labonté vient nous rendre visite. Il vient nous parler de son livre « Une âme et sa quincaillerie » et aussi de son implication dans le domaine de la santé mentale. Alors tout ça pour la prochaine heure de Folie douce. On commence en chanson avec Valérie Carpentier. La chanson s'intitule « À fleur de peau ». Bienvenue à Folie douce. À fleur de peau, le soleil m'éblouit. Ah, ah, mon cœur prend l'eau en un coup de vent, mon corps s'oublie. À fleur de prose, des perles de jeunesse. Ah, ah, tombent du ciel rose et me blesse comme autant de fausses promesses. Les belles années, si c'est la fougue vive, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit, le souvenir de ta main sur ma peau. Comme il m'apparaît vrai, le mirage. À fleur de prose, mes larmes étaient caresses. Ah, comment ce dos expose au grand jour mes faiblesses. Les belles années, si c'est la fougue vive, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit. Les belles années, si c'est la fougue vive, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit. Le souvenir de ta main, de la rosée sur ma fleur de peau. Ah, ah, sur ma peau. Ah, ah, Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Je suis maintenant en compagnie de mon invité qui est Émile Roux. Bonjour, Monsieur Roux. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de la Société de développement social de Ville-Marie. Alors, on va parler de ce que fait cet organisme à Montréal. Exactement. Et en réalité, c'est même la Société de développement social de la Ville de Montréal. OK. Parce que depuis le 1er janvier, on n'est plus seulement restreint à l'arrondissement Ville-Marie. On a changé de partenaire. On est maintenant la Ville-Centre. Donc, OK. On agit sur les 19 arrondissements que compte la Ville de Montréal. Alors qu'au départ, vous étiez... C'est ça. Depuis la création en 2008, c'était vraiment concentré sur l'arrondissement Ville-Marie, OK. étant donné que c'est la zone où il y a le plus de problématiques liées à l'itinérance à Montréal. Oui. Donc, ça avait vraiment débuté dans cet arrondissement-là. Et au fil des projets, puis de l'importance que prenait la SDS-VM à Montréal, on a fait une démarche auprès de la Ville-Centre. Et donc, depuis le 1er janvier 2015, maintenant, on opère sur
sur toute l'île de Montréal. Et ça a été fondé comment, par qui, pourquoi? Ça a été fondé en fait en 2008 à la suite d'un forum social et économique qui s'est déroulé à Montréal. Et ça a été inspiré par un modèle qui n'existe pas vraiment en Amérique du Nord. Il y a une ville en Europe, en Écosse, Édimbourg, qui avait un petit peu le même fonctionnement que le nôtre. Ouais. Et donc nous, on se définit comme un courtier en valeurs sociales. Donc le terme de courtier, c'est vraiment l'idée de faire l'intermédiaire entre deux mondes. Et donc nous, les deux mondes, c'est le secteur privé et les organismes communautaires. Okay. Donc notre rôle à Montréal, c'est d'impliquer les entreprises, le secteur privé, dans des projets concrets en lien avec l'itinérance, l'exclusion sociale. Donc nous, on fait vraiment ce lien-là entre une entreprise qui désire s'impliquer et différents organismes communautaires, des différents organismes sociaux qui, eux, sont en contact direct des personnes itinérantes à Montréal. Et c'est une grosse problématique depuis des années. Tout le monde dit c'est une problématique, il faut faire quelque chose. Et on ne semble pas jamais voir des projets, mais là, avec votre discours, on semble voir qu'il y a justement un intérêt de la part de tout le monde parce que ça nous regarde tous, en fait. Exactement. On est vraiment tous concernés par l'itinérance parce que c'est notre société moderne qui l'a créée. Et étant chaque personne citoyen de cette société, on doit agir. Ouais. Donc nous, ce qu'on met de l'avant, c'est que les entreprises, au même titre que le secteur public, doivent agir. Et surtout en ces temps de politique d'austérité où la tendance est plutôt à la coupe budgétaire et que les organismes communautaires sont souvent les premiers touchés. Nous, notre postulat, c'est de dire les entreprises peuvent faire leur part aussi et s'impliquer directement financièrement mais aussi humainement dans des projets concrets. Oui. Donc on a 3 types de projets qu'on développe à la SDSVM. C'est l'employabilité, la donation, le bénévolat. Le premier volet, l'employabilité, c'est vraiment le fait d'offrir des opportunités d'emploi à des personnes sans abri ou éloignées du marché de l'emploi. Donc là, on va cogner à la porte des entreprises concrètement et leur dire si vous avez des jobs qui sont disponibles, vous pouvez, à travers la SDSVM, rejoindre des candidats qui sont dans des programmes de réinsertion, qui ont envie de travailler, mais qui sont éloignés du marché de l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Puis, il y a plusieurs idées préconçues, comme quoi on dit les itinérants ne veulent pas rien faire, veulent rester un peu en dehors de la société, dans la marge. Non, mais ça, ce sont les clichés, les images. C'est une image d'Épinal de l'itinérant qui est sur un banc, sous un journal, etc. Qui veut rien savoir. Mais c'est pas ça la majorité des personnes itinérantes. Oui, effectivement, il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes tellement intenses que maintenant elles auraient de la difficulté à se réinsérer professionnellement en tout cas. Mais nous, on essaye de créer un cercle vertueux là, et d'adresser les personnes itinérantes qui ont envie de travailler, mais qui pour X raisons ont des trous dans leur CV, ont été éloignés du marché de l'emploi, et qui donc aujourd'hui ont de la difficulté parce qu'en 2015, si vous n'avez pas un profil LinkedIn, si vous n'avez pas un réseau de contacts, si vous n'avez pas une adresse courriel, un téléphone intelligent, vous ne trouvez pas de job. Là. C'est plus l'époque de on se tape dans la main puis c'est parti, on travaille ensemble. Exactement. Ça a changé, ça a beaucoup changé le monde du travail. C'est ça. Donc ces personnes-là sont les premières à être vraiment victimes de ces nouveautés, de cette nouvelle façon de recruter dans les entreprises. Ouais. Donc nous, on essaie de mettre en place des modes opératoires qui leur permettent de retrouver de l'emploi. Donc on fait ce lien-là entre l'entreprise et les programmes de réinsertion à Montréal. Et comment vous procédez? Les gens, vous avez un local sur place? On n'a pas de local. Nous, on fait vraiment... C'est pour ça qu'on se définit comme un courtier. C'est qu'on est là vraiment pour agir en tant qu'intermédiaire. Donc on va vraiment... notre expertise, entre guillemets, c'est la connaissance du monde des affaires à Montréal. C'est notre réseau de contacts qui nous permet de rencontrer de nombreuses entreprises dans des secteurs très variés et de leur présenter ce qu'est la réinsertion professionnelle et comment elles peuvent s'impliquer concrètement. Ouais. Donc ça, c'est par exemple le quartier des spectacles recrute chaque année une quinzaine de personnes issues de programmes de réinsertion. Ils font ça depuis plusieurs années, puis maintenant, 4-5 ans plus tard, il y a l'un de ces candidats, par exemple, qui est responsable de site senior au parc Émilie Gamelin, dans le cadre du jardin Gamelin. Okay. Donc, on a des success stories, il y a des personnes qui s'en sortent et on ne parle pas suffisamment de ces personnes-là. On parle toujours de l'itinérance de façon un petit peu
toujours négative et pessimiste. Nous, on a des belles histoires qu'on arrive à mettre de l'avant à travers l'employabilité, justement. Et on oublie puis on oublie que les itinérants, souvent, ont même un bagage évidemment. de travail. Ils sont pas devenus itinérants du jour au lendemain. Là. Ils ont eu, c'est vraiment un concours de circonstances qui sont diverses et variées. Mais ces personnes-là, avant, elles étaient ingénieurs chez Hydro-Québec. Elles travaillaient sur un chantier dans une mine. Elles travaillaient dans des bureaux à Montréal. Il y a des histoires incroyables. Il y a des profils vraiment variés. Mais le problème, c'est qu'on ne leur laisse jamais ou trop rarement l'opportunité, l'occasion de s'exprimer à ce sujet-là et de mettre de l'avant leurs compétences professionnelles, de mettre de l'avant ce qui est positif dans leur profil. Donc nous, c'est ce qu'on veut essayer de faire, c'est de leur dire, cette fois-ci, vous n'allez pas nous parler de votre dépendance à quelques drogues, vous n'allez pas nous parler de votre alcoolisme, vous n'allez pas nous parler des violences que vous subissez, etc. Vous allez nous parler de ce qui est valorisant dans votre profil. Donc vous avez travaillé une dizaine d'années, une quinzaine d'années dans une carrière quelconque, que vous avez aujourd'hui envie de vous réinsérer et que pour ça, vous avez rejoint un programme de réinsertion. Il y en a des dizaines à Montréal différents. Donc c'est vraiment ce qu'on veut essayer de mettre de l'avant à la SDSVM. Et est-ce que par votre action, est-ce que vous vous trouvez aussi à démystifier, à informer la population finalement, à essayer de briser les tabous, puis à briser un peu les mythes puis les clichés comme on parlait tout à l'heure? Est-ce que finalement par votre action, ça donne aussi une aide à mieux comprendre la situation de l'itinérance? C'est sûr que notre action est plus auprès des entreprises. Donc c'est vraiment notre cible, c'est le monde des affaires, c'est le secteur privé. Donc finalement, on est rarement au contact du grand public. Et c'est pas notre cœur d'action. Donc c'est sûr qu'à travers certains de nos projets, il peut y avoir une sensibilisation qui se fait auprès du public. Par exemple, avec la STM, depuis maintenant presque 4 ans, on a développé le pôle de services en itinérance. C'est un autre projet que l'on a développé donc en partenariat avec la STM. Dans les stations de métro ou du centre-ville, il y a une équipe de 3 intervenants donc professionnels de rue qui interviennent auprès de la population itinérante dans le métro. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plus visible et sur lequel la STM va aussi communiquer pour indiquer que ce problème-là les concerne et qu'ils agissent en ce sens-là. Donc ils nous ont fait confiance et ça fait maintenant... on en est à la 4e phase de ce projet-là. Et on a réussi à greffer dessus aussi d'autres modules, entre guillemets. Par exemple, la clinique mobile Médecins du Monde qui passe 2 fois par mois à la mission Saint-Michael ou dans le quartier d'Atwater. Ça rentre aussi dans le cadre de ce qu'on peut faire dans le pôle de services en itinérance. Donc, on agit comme... On met en place des projets pour faire de la médiation auprès des populations itinérantes, mais on essaye aussi d'adresser les problématiques que vont rencontrer ces personnes-là au quotidien. Donc, des accès aux soins de santé ou bien accès à tout simplement un lit, une soupe ou ainsi de suite. Parce que c'est un véritable problème et qui ne cesse pas justement d'être un problème. On continue à avoir un peu les effets néfastes de tout ça. Alors, il faut faire quelque chose. Et agir. Malheureusement, c'est vrai que y a la ville de Montréal est très impliquée et a réellement pris le problème à bras-le-corps. Ils ont un plan d'action itinérance 2014-2017 dont la SDSVM fait partie. Et donc, il y a une vraie volonté de faire évoluer les choses, de trouver des solutions concrètes. Le dénombrement en est une, même s'il y a eu quelques critiques à l'encontre de ce dénombrement-là. Je pense que ça reste quand même un bon moyen, un bon point de départ. D'avoir le portrait. Il ne faut pas tant prendre le chiffre en tant que tel. Le chiffre, à la limite, n'a pas d'importance parce qu'il ne reflète pas une réalité. C'est un chiffre. Ce qui va être important, c'est le prochain. Et ce qui va surtout être très important, c'est la différence entre les deux. Est-ce qu'on est dans une phase d'augmentation, de stagnation, de diminution? C'est là qu'on va voir les effets des politiques qui sont mises en place contre l'itinérance. Parce que si on mesure pas, on peut pas améliorer les choses. Je pense que les dernières statistiques dataient de très longtemps aussi. Oui, elles dataient du milieu des années 90, voire fin, je crois 1998. Et là encore, les méthodes de calcul, entre guillemets, n'étaient pas nécessairement les mêmes que celles qui ont été utilisées aujourd'hui. Celles d'aujourd'hui sont celles qui sont utilisées dans toutes les grandes villes au Canada. Donc ça permet au moins d'avoir, sur un plan pan-canadien, la même façon de dénombrer. Comparer la même chose. Qu'on compare des pommes et des Parce pommes. Parce que aussi, il faut dire, surtout votre mandat, comme vous dites, est élargi à l'île de Montréal au complet, mais c'est vrai que les itinérants ont bougé aussi. Autrefois, on voyait les itinérants plus justement dans le coin où. Mais ça suit aussi
les plans d'urbanisme, entre guillemets, de réaménagement du centre-ville qu'a lancé l'administration du Mercodère. Je pense à ce qui se fait au Jardin Gamelin, au Square Cabot, au Square Vigée bientôt. Mais il faut savoir que systématiquement, ça vient toujours avec un programme social. Donc la ville va toujours mettre en place une équipe d'intervenants ou un plan qui va toucher les populations itinérantes qui vont être impactées par ces différents réaménagements. Donc c'est sûr que la population bouge aussi sur l'île en fonction de ces chantiers, en fonction du renouvellement des quartiers, en fonction de l'urbanisme, etc. Donc nous, on essaye d'être là aux endroits où il y a besoin, dans un but d'accompagnement, de médiation, de prévention, de sensibilisation de cette clientèle-là. Et surtout pour faire leur part du travail aussi aux entreprises et leur dire qu'elles peuvent concrètement s'impliquer de façon simple à travers des projets concrets. Là. Et M. Roux, justement, pendant qu'on est sur les ondes radio, est-ce que est-ce que vous faites appel à est-ce que s'il y a des entreprises qui nous écoutent, est-ce que vous êtes preneurs? Évidemment. Nous, on est tout type d'entreprise. On travaille aussi bien avec des PME, des petites ou des moyennes entreprises. Peu importe le secteur aussi. Avec de très grandes entreprises. On travaille avec des organismes paragouvernementaux même. Il y a toujours une façon de s'impliquer. Il faut une volonté au départ. Mais moi, je pars toujours du principe que se taire, c'est cautionner. Donc, on peut agir facilement, il y a des moyens. Et nous, on est là pour matérialiser pour faciliter la connexion aussi entre pour les des gens, entreprises qui n'ont pas nécessairement la connaissance, qui ne savent pas par quel bout commencer. Nous, à la SDSVM, on est là pour mettre de l'avant ces projets-là, valoriser la responsabilité sociale de l'entreprise. Oui. Alors, si les gens nous écoutent qui voudraient justement prendre part à ce modèle-là, on est tous un peu responsables de ça. Exactement. On va avoir une meilleure société pour tous. Donc, comment ils peuvent communiquer avec vous? Simplement, sur notre site internet www.sdsvm.ca, vous pourrez voir différents projets qu'on a mis en place, les différentes entreprises qui se sont impliquées à nos côtés, et ça va certainement vous donner des idées ou voir de quelle façon vous pouvez concrètement vous impliquer. Donc c'est ça, sdsvm.ca. Très facile, l'adresse facile. Merci beaucoup, M. Émile Roux. Avec grand plaisir. Oui, d'avoir été des nôtres, c'était très clair. Vous êtes directeur général donc, de la SDSVM. Alors, bonne chance, bonne continuité avec les itinérants et la population en général. Merci. À très bientôt. Au revoir. Le temps s'enfuit comme la vapeur qui s'évapore encore. Le sommeil se fait rare. Je rêve de mon appart, toujours être sur mon 36. Ça me fait plus le sourire bien fort, mais moi m'a dit que c'est un site. Je pensais toi trop fort. Je m'ennuie de l'air pur, de la froidure de toi et maman. Des vieilles maisons, des vieux balcons qui restent malgré le vent. De toi mon petit village, ramancheur de cœur aux 1000 images. Ça fait que c'est Tigidou, je m'en retourne chez nous. Promener ma musique dans les rues, lâcher mon fou. Me promener en machine et respirer l'air doux dans le village de mon chez nous. Je m'en vais mettre mes pieds dans mes vieilles bottines. Je m'en vais retrouver mes racines d'origine. Sentir le parfum de la maison, parler aux voisins sur le balcon, courir ces chemins de gravelle qui mènent aux souvenirs éternels. Ça fait que c'est Tigidou, puis je m'en retourne chez nous. Promener ma musique dans les rues, lâcher mon fou. Me promener en machine et respirer l'air doux dans le village de mon chez nous. Je veux être loin des péteux de brou, ceux qui achètent rien à 30 sous. Je veux être loin du monde, pas de cœur, qui se pensent toujours les meilleurs. Je veux être loin de la ville, je veux être loin tranquille. Mais quand je pense à toi,
traverse de bord en bord. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Eh bien, nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, tu nous arrives avec une question choc aujourd'hui. Sommes-nous tous des malades mentaux? Oui, c'est le titre d'ailleurs d'un ouvrage. En fait, le titre au complet, c'est « Sommes-nous tous des malades mentaux, le normal et le pathologique ». C'est un livre qui a été écrit par un psychiatre à la retraite qui s'appelle Alan Francis. Et c'est aux éditions Odile Jacob. C'est paru en 2013. Ouais. Et ça parle ce qu'on appelle la Bible en santé mentale. Là, ça s'appelle le DSM en anglais. C'est un acronyme qui veut dire Diagnostic and Statistical Manual. Des désordres mentaux. On se réfère beaucoup à ça. Le monde psychiatrique se réfère à ça. C'est sa critique du nouveau DSM. Oui, c'est le DSM-5 qui était en chantier. Et, qui est sorti récemment. Ce texte psychiatre a toutes sortes de bémols, comme on dit, ou d'inquiétudes face à ça. Ça fait couler beaucoup d'encre, il faut dire, le DSM-5. Hein, parce que il y en a qui trouvent qu'il y a de plus en plus de maladies là-dedans avec des symptômes de plus en plus élargis, ce qui fait que les gens peut-être se trouvent toutes sortes de maladies qu'ils n'ont peut-être pas vraiment. Et il y en a qui se demandent, mais est-ce que les pharmaciens en trouvent pour leur compte, c'est-à-dire... Oui, est-ce que c'est ça, c'est l'occasion de vendre encore plus de médicaments. Oui, c'est aussi le milieu des psychothérapeutes, parce que c'est en dehors du système hospitalier, c'est un système payant. Oui. Alors, je vais vous en lire quelques extraits que j'ai trouvés sur l'Internet. Alors, ce monsieur Alan Francis nous dit « Je croyais me rendre ce jour-là à un banal cocktail et je me suis retrouvé au cœur d'une belle tempête. La réception qui se tenait en mai 2009 au Musée des Arts asiatiques de San Francisco rassemblait un certain nombre de psychiatres à l'occasion du congrès annuel de l'Association de psychiatrie américaine. En réalité, le problème avait déjà pris forme d'une vive controverse publique autour de la question de savoir ce qu'est la normalité et de quelle façon la psychiatrie pouvait contribuer à la définir. Le hasard a fait que j'étais en ville pour tout autre motif. Je n'avais aucune raison particulière d'assister à cette soirée, hormis le plaisir d'y croiser quelques vieux amis. Depuis près d'une décennie, j'avais déjà plus ou moins pris ma retraite de psychiatre pour m'occuper de ma femme souffrante et de mes hordes de petits-enfants pour lire et profiter du bord de mer. Auparavant, on aurait pu qualifier ma vie professionnelle d'hyperactive. J'ai coordonné le groupe de travail qui a mis au point la 4e mouture du manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, connu sous le sigle DSM-4, paru en 1994. J'ai dirigé le département de psychiatrie de l'Université Duke, en Caroline du Nord, traité de nombreux patients, mené toutes sortes de recherches scientifiques, publié des articles et quelques livres, le tout en courant en permanence après le temps. C'est à peine si je m'autorisais à jeter un coup d'œil furtif sur la rubrique sportive du New York Times, comme si je m'adonnais à un plaisir volé ou défendu. Bref, ce fut un délice de pouvoir enfin prendre du recul. C'est la réponse de quelqu'un qui a mis la main à la pâte au guide du DSM. Exactement, c'est quelqu'un qui connaissait... Et qui a pratiqué dans sa vie, ou en tout cas qui a côtoyé beaucoup le milieu. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, finalement. Oui, absolument. Il nous dit « Sentir le soleil sur mon visage et le vent souffler dans les rares cheveux qu'il me restait. Fini les emails, peu de coups de fil et plus la moindre responsabilité en dehors de mes obligations familiales.
M. Francis nous dit « Il se trouve que plusieurs de mes amis étaient particulièrement excités à l'idée de participer à l'élaboration du nouveau DM5, paru en 2004. Il ne parlait plus que de cela. Jusqu'en 1980, les éditions successives du manuel diagnostique et statistique se présentaient à juste titre comme d'obscurs petits opuscules auxquels on ne prêtait guère attention et que personne ou presque ne lisait. Puis le DSM-3 a fait son apparition. Un très gros ouvrage, véritable longue salaire, bientôt élevé au rang de Bible de la psychiatrie. À partir de là, et dans la mesure où le DSM fixe les frontières entre le normal et le pathologique, le manuel, qui s'écoule à des centaines de milliers d'exemplaires par an, a eu un retentissement considérable auprès du grand public et un impact déterminant sur la vie quotidienne de beaucoup de gens. C'est normal parce que c'est là-dedans qu'on propose tous les médicaments qu'on connaît. Oui, puis le guide de diagnostic. Il nous dit que d'un point de vue pratique, le DSM a pour ainsi dire acquis force de loi. Ainsi, sur la question de savoir qui doit être considéré comme malade ou en bonne santé, quel traitement préconisé et aux frais de qui a droit à une pension d'invalidité, à un arrêt de maladie, à des allocations, à une école spécialisée, qui peut bénéficier de services à la personne, occuper tel poste, adopter un enfant, piloter un avion ou souscrire à une assurance vie, qui doit être tenu pour délinquant ou un malade mental devant les tribunaux, combien est réclamé au titre des dommages et intérêts, et ainsi de suite. Pour avoir travaillé pendant 20 ans sur les versions successives et les révisions périodiques des DSM, j'en connaissais parfaitement les pièges et j'étais bien conscient des risques inhérents à chaque réédition. Mes amis, en revanche, venaient d'entrer dans le jeu et ils prenaient très à cœur leur rôle dans la mise au point du DSM-5, la dernière mouture du manuel finalement publiée, comme je le disais tantôt, en mai 2013. Ils avaient l'intention d'y introduire toutes sortes de nouveaux troubles mentaux et d'assouplir les règles autorisant à diagnostiquer ceux déjà recensés par où mes chers confrères surévaluaient malheureusement les bénéfices escomptés et s'aveuglaient sur leurs inconvénients. Ben, c'est bien, on va poursuivre. D'ailleurs, c'est fort intéressant ce sujet. On va poursuivre plus tard à l'Espresso allongé, Pierre. Donc, sommes-nous tous des malades mentaux? Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invité Alain Labonté nous présente son livre « Une âme et sa quincaillerie » et aussi nous parle de son implication en santé mentale. À l'Espresso allongé, on poursuit sur le sujet « Sommes-nous tous des malades mentaux ?» Vous entendrez aussi en chanson « L'ascenseur » de Louis-Jean Cormier et « Je vis en silence » de Sandra Dorion. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse folieDouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Alain Labonté. Bonjour, M. Labonté. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler de plusieurs sujets, mais dont le premier, qui est un livre que vous avez écrit récemment, qui s'intitule Une âme et sa quincaillerie. C'est ça. On va apprendre, le titre est assez intriguant, donc on va apprendre à mieux connaître. J'aimerais ça d'abord vous situer. Vous êtes une personne dans le domaine des médias, donc attaché de presse. C'est ça. Vous vous impliquez aussi au niveau santé mentale. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'entretien. Mais comment on peut présenter le livre, justement, qui a paru quelque part en avril dernier. En avril 2015, oui. Ouais, bien, en fait, Une âme et sa quincaillerie, ce sont les outils que l'on a qui font qu'on arrive à traverser le temps. Oui. Et le livre est divisé en 3 chapitres principaux, dont Ma mère, qui relate en fait la santé mentale que ma mère vit, les problèmes de santé mentale qu'elle vit depuis plus de 35 ans. OK. Ensuite, c'est mon père. Donc, je revisite la vie de mon père à travers les 3 derniers mois de son existence. Et l'autre chapitre, c'est la quarantaine, le silence qui occupe. Donc, c'est mon regard sur l'existence par rapport à ce que j'ai reçu de mon père et ma mère. Oui, c'est trois, effectivement, périodes, en tout cas, on pourrait dire on dirait pas ça des événements, mais des périodes de vie qui sont extrêmement marquantes. Oui, très marquantes, effectivement. C'est ça, avec la relation avec le père, la mère, et puis la quarantaine, la fameuse quarantaine. Oui, la vie, la mort, la oui. santé mentale. Donc, ce sont Exactement. des thèmes assez universels. Oui. Et on parle souvent c'est ça, la quincaillerie, donc les outils, ça revient souvent en psychologie, de dire, bon, est-ce qu'on a les outils? Ça, qu'est-ce que vous avez peut-être découvert ou qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens en termes d'outils? On dit souvent, les outils, c'est un peu vague, là. Oui, effectivement. Ben, je pourrais peut-être donner un exemple, en fait. Je pense que tout part de la façon dont on regarde les choses. Exemple, beaucoup de journalistes, lors des entrevues, m'ont demandé si ça avait été difficile pour moi, mon enfance, avec une mère qui a des problèmes de santé mentale, parce que c'était quand même très sérieux, c'était des électrochocs et tout, jusqu'à tout récemment, il y a 1 an. Et je trouvais ça intéressant comme question parce que au moment où on écrit un livre, bien entendu, on se penche sur une multitude de souvenirs, mais sans nécessairement avoir les clés de chaque réponse. Et en fait, ce que je réponds à chaque fois, j'ai dit non, j'ai pas trouvé ça difficile, entre guillemets. Je pense que moi, j'ai eu la mère qu'il me fallait. En ce sens que, bon, à l'époque, la première fois, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en aurai 49. Mais en fait, le Alain est resté le même, en ce sens que moi, il est important de savoir que derrière une porte, il y a des bras qui sont capables de s'ouvrir. Il y a un cœur qui est capable de s'ouvrir. Et quand j'avais 12 ans et que ma mère était malade, ma mère avait la tendresse qu'il me fallait. Elle avait la générosité, la bienveillance qu'il me fallait. Et en contrepartie, ben, j'ai réalisé que moi, j'avais la force qu'il fallait pour la supporter. Oui. Donc, on a toujours fait une bonne équipe. En contrepartie, je pense que beaucoup de gens qui ont vécu cette situation-là et qui sont demeurés parfois un peu victimes. Dans le sens, moi, j'ai pas été chanceux, moi ci, moi ça. On a chacun notre parcours, on a chacun nos difficultés. Puis je pense qu'il faut toujours trouver la beauté dans l'inconsolable. Et moi, c'est ma démarche dans la vie. Et on dit souvent que on n'a pas d'épreuves plus fortes que ce qu'on est capable d'endurer. Fait que c'est souvent Ouais, j'entends souvent dire, je ne sais pas, des fois je pense aux Syriens actuellement qui vivent ça. Comment moi je vivrais ça, j'ai aucune idée. Ouais. J'imagine qu'on trouve des forces secondaires et on avance. Il y a plusieurs pays qui vivent d'énormes difficultés. Le taux de suicide est moins élevé qu'ici. Donc, j'imagine que oui. Ouais. Moi, c'est sûr que je regarde la planète. Je suis quelqu'un qui est quand même très sensible. Et j'avoue qu'on est drôlement bien ici et qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Donc, moi, je pensais sur la démarche. Je dis, bon, aujourd'hui, à un moment X, je suis là dans ma vie. Qu'est-ce que je peux retirer de beau de ça? C'est quoi le positif de tout ça? Puis, ce qui me plaît pas, qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Donc, je pense que c'est une démarche que chacun doit faire. Oui. Comme enfant, donc, de vivre avec un parent, on avait déjà abordé, rarement, mais on a déjà abordé cette question-là, le stress qui est vécu par un enfant qui voit son parent atteint de problèmes de santé mentale. Comment vous l'avez vécu? Tu sais, des fois, l'enfant a comme de la honte ou n'ose pas trop en parler à son entourage. Oui, effectivement. C'est drôle parce que chez nous, j'ai aucun souvenir on est 5 frères et sœurs. J'ai aucun souvenir d'un propos désagréable ou condescendant ou de gêne ou peu importe. Non, j'ai aucun souvenir de la part des gens, de l'entourage. Non, des nous, amis. la vie était telle, c'était comme ça. Ouais. Et en même temps, je pense que
ce qui a été formidable, ça a été la force de la famille aussi. Moi, j'ai été élevé sur une ferme. On avait des vaches. C'était l'esprit de famille, de communauté, d'entraide. On gardait nos grands-parents. Moi, le soir, je couchais dans la même chambre que mes grands-parents. J'aidais à enlever le corset de ma grand-mère pour qu'elle mette sa jaquette. Ouais. J'enlevais le pantalon de mon grand-père pour y mettre son pyjama. Donc, on était habitués. On est là un pour l'autre tout le temps. Les proches ensemble. Oui. Et moi, des fois, je me dis, c'est un peu comme une game de football. À un moment donné, il y en a un sur le banc, mais les autres continuent. Ils continuent pour celui qui est sur le banc aussi. Ouais. Donc, ça a été quelque chose... Je peux pas dire que ça a été naturel pour nous de vivre dans cette situation-là, mais c'était notre situation. Ouais. Et on ne s'en plaignait pas. Comme je dis, quelqu'un tombe par terre, ben on s'arrête, on le relève. Ouais. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on le fait. Ouais. Mais on le fait parce qu'on a le goût de le faire, on le fait par amour. Et ça a été une façon de vivre, je pense, de valeurs aussi qu'on m'a transmis. Il semble que le livre touche beaucoup de personnes parce que Une arme et sa quincaillerie a quand même de bonnes ventes. Là. Quand on parle de livres, c'est pas évident. Là, non, de livres au Québec. bien en 5 mois, là, j'approche les 3000 copies vendues. Donc, oui. C'est quand même un hit, bon. Je pense, au Québec. Ça me touche beaucoup en ce sens que moi, en écrivant ce livre-là, c'était vraiment... Je voulais faire un hommage à mes parents. Et je me souviens, quand j'ai rencontré l'équipe de Gallimard, de leur avoir dit, si j'en vends 14, moi, ce que j'avais à faire est fait. Ouais. Bon, si bien entendu, ça entre dans le cœur des gens, tant mieux. Et là, je suis agréablement surpris, d'autant plus que je reçois toujours des courriels, les gens écrivent sur les réseaux sociaux, et je dirais qu'environ 3 personnes sur 5 qui me disent avoir pleuré en lisant mon livre. Que c'est allé chercher une corde sensible, que ça les a réconciliés avec leur enfance, avec leur mère, avec leur père. Donc, c'est quand même des propos qui sont positifs. La semaine dernière, j'ai eu 2 personnes, bizarrement, qui m'ont écrit de Dubaï, qui avaient entendu parler de mon livre via les réseaux sociaux, qui ont téléchargé la version électronique. Une fille de l'Espagne. Fait que je trouve ça formidable que les mots voyagent. C'est incroyable, hein? Oui. Surtout aujourd'hui, avec il y a comme plus de frontières. C'est ça. On est toujours étonné de voir ouais. le succès. Puis là, je suis content parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour des conférences. Je vais aller voir un groupe des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, un autre groupe de femmes, des associations culturelles. Je vais aller dans des écoles, parler de la santé mentale, de l'estime de soi, comment relever des défis. Donc, ça me fait vraiment plaisir que ce soit un moteur très positif de garder la tête haute dans ce qu'on vit, puis de reconnaître ce que l'on a aussi. J'ai remarqué avec les invités qu'on a eu au cours des années que souvent les gens qui ont connu par leurs parents ou leur entourage des problèmes de santé mentale, souvent ils s'impliquent beaucoup plus que d'autres au moment où ils deviennent adultes. Et vous êtes impliqués quand même assez activement au niveau de la santé mentale. Oui, d'ailleurs, je travaille au niveau des relations de presse pour l'organisme Les Impatients. Oui, exactement. Donc, Les Impatients, pour les gens qui ne les connaissent pas, c'est un organisme où les personnes qui ont des problèmes de santé mentale font des ateliers de création artistique via la peinture, la sculpture, le dessin, la danse, le théâtre. Ouais. Donc, c'est vraiment formidable parce que je pense que ma mère m'a conduit là sans même le savoir. Et puis, bien entendu, je m'occupe du Centre Filou, les Enfants du désert. Je fais mes parties pyjama littéraires pour bien des causes. Donc, oui, c'est important pour moi de s'impliquer. D'être une courroie de transmission. Moi, je trouve que la vie est extrêmement difficile, mais ma vie à moi, elle est merveilleuse. Donc, c'est un minimum que je redonne. De redonner. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la perception de la santé mentale, pour changer de mentalité, pour mieux faire finalement comprendre, puis justement démystifier la cause? Comment on pourrait s'y prendre? Parce qu'on parle de santé mentale depuis des années, puis il semble toujours y avoir encore beaucoup de tabous. Oui, effectivement. Ben, je pense qu'il faut partir de la base, en ce sens, que ce soit la santé mentale ou autre, c'est le jugement. Arrêtons de juger. J'ai de la difficulté à comprendre les gens qui condamnent toujours les autres parce que les autres ne sont pas comme eux. Mais ils n'ont pas compris qu'il n'y aura jamais personne comme eux. Parce qu'on est toute la différence de l'autre, d'un autre. Chacun est unique. Là. Oui, et qui suis-je, moi, pour juger les autres ou lancer des pierres? Tu sais, je pense que ça part de là. Tu sais. On peut avoir de la difficulté avec une thématique, reconnaître, mais on n'a pas le droit de condamner. Oui. Donc, je pense qu'il y a un travail de base autre que juste le regard sur la santé mentale.
c'est un travail de longue haleine, je pense, pour chacun d'en arriver là. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut apprécier ce qu'on a, comme je disais tantôt, de se regarder dans le miroir, puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer alentour de moi. Tu sais. Oui. Ça part d'un investissement de soi. Un des thèmes, justement, on parlait tout à l'heure là, de la quarantaine, mais c'est vrai qu'à la quarantaine, on se pose la question, est-ce que je suis à peu près au milieu de ma vie, etc. Donc, toute une boucle. Ça pose beaucoup de questions, que ce soit la quarantaine, la cinquantaine, mais effectivement, on a l'impression qu'on vieillira jamais et tout à coup, bang, le chiffre arrive. Donc ça, c'est une période importante de la vie de tout le monde, en fait, hommes et femmes. Oui, je pense que c'est différent pour chacun. Il y en a qui ont 30 ans puis ils pleurent à chaudes larmes. Ouais. Il y en a, c'est quand ils ont 50 ou 60. Ouais. Moi, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était Moi, il y avait 5 choses importantes dans ma vie quand ma mère est tombée malade, que j'avais écrites à l'époque sur un papier. J'avais écrit être en santé, aimer, être aimé, voyager et écrire un livre. Pourquoi, je ne sais pas. Ouais. Mais j'aimais le français, j'aimais les mots, l'histoire. Et quand mon père est décédé, j'avais 40 ans. Et là, je me suis vu comme la prochaine génération à être devant la finalité. Et je me suis dit, si j'ai à partir de demain, il faut que j'écrive mon livre. Ouais. Et quand j'ai eu mon livre dans les mains, je me suis dit, OK, je viens de boucler la boucle de ma première quarantaine. Oui, c'est ça. Donc là, je mets les pieds dans ma deuxième. Exactement. C'est bien les gens qui veulent en savoir plus justement sur le livre. Est-ce qu'il est disponible en ligne précisément dans les Oui, version électronique. Sinon, il est dans tout. Il est Coup de cœur Renaud-Bré, il est dans les Archambault, les librairies indépendantes, il est partout. Oui, on rappelle le titre, donc Une âme et sa quincaillerie aux éditions d'Albousseau. Oui. Et c'est distribué par Gallimard. Oui, donc Alain Labonté, bonne continuité. Surtout, c'est intéressant la suite que ça donne. Les conférences, les rencontres, ça peut aider les gens se reconnaissent dans le livre. C'est vraiment ça me fait plaisir d'aller à la rencontre des gens. Oui, puis bonne application aussi en santé mentale, on a besoin des gens qui s'impliquent. On n'arrêtera pas. Il y en a pas tant que ça, alors ceux qui sont là doivent continuer à s'impliquer. On va rester. Oui, merci beaucoup et bonne journée. À une prochaine. Au revoir. Merci. Ils ont mis de la musique dans l'ascenseur. Depuis, y a plus personne qui pense à ses malheurs. Entre la fête et la peur, les bons et les méchants, entre le stress et la pesanteur, entre demain et le moment présent. Dis-moi où c'est qu'on descend. Ils ont mis des miroirs dans l'ascenseur. Depuis, y a plus personne qui se plaint de sa lenteur. Entre la tête et le cœur, le noir et le blanc, entre l'ivresse et l'accélérateur, entre l'amour et la voie d'accotement. Dis-moi où c'est qu'on descend. Dis-moi où c'est qu'on descend. Entre l'amour et la voie d'accotement, c'est où qu'on descend. Ça prend autant de folie que de courage pour descendre ensemble au 13e étage et fermer la porte au mauvais présage, avec ta main comme seul bagage. Dis-moi où c'est qu'on descend. Dis-moi tout
vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Nous poursuivons maintenant avec le sujet entamé plus tôt, Pierre Laporte, dans l'émission. C'était donc « Sommes-nous tous des malades mentaux? » Oui. Tu vas poursuivre, donc, et Ghislain Malo est avec nous aussi. La critique du psychiatre. Oui. C'est un psychiatre, hein? C'est un ex-psychiatre du nom de Alan Francis. Sur le DSM. Oui, qui a fait paraître un livre qui s'appelle, comme tu viens de le dire, « Sommes-nous tous des malades mentaux? Le normal et le pathologique ». Et cet ex-psychiatre avait participé à l'élaboration du DSM-4 et il a plusieurs inquiétudes face au nouveau, le plus récent au nouveau DSM-5 qui est déjà paru, mais au moment où il écrivait son livre, c'était en chantier, comme on dit. La surdiagnostiquée. Oui, exactement. Alors, il nous dit « J'étais en tout cas bien placé pour comprendre leur enthousiasme et leur ardeur à y faire entrer de nouvelles pathologies. » Il parle ici de ses confrères. Ouais. Il nous dit « En un mot, les nouveaux troubles que mes chers confrères réunis à ce cocktail s'apprêtaient allègrement à promouvoir promettaient à coup sûr de fabriquer des dizaines de millions de nouveaux, entre guillemets, patients. Cette fois, l'inquiétude devait prévaloir. Des masses de gens relativement normaux allaient se voir attrapés dans les filets beaucoup trop larges du DSM-5. La tendance à l'inflation diagnostique menaçait de gonfler encore, exposant toutes sortes d'individus allant plutôt bien à d'inutiles et coûteux traitements aux effets secondaires dangereux. En revanche, les laboratoires pharmaceutiques qui ne cessent d'encourager la fabrique de, entre guillemets, pathologie clé en main, fermez les guillemets, allaient à coup sûr se pourlécher les babines. Il n'y aurait plus qu'à se demander comment tirer le meilleur profit de ces armées de candidats potentiels à la maladie mentale. Autant de nouvelles cibles vulnérables à même d'accroître leur part de marché. Est-ce qu'il parle aussi des gens qui vont aller en thérapie parce que c'est un gros marché et très payant, ça aussi, pas juste les médicaments, est-ce qu'il en parle? Oui, non, il nous parle surtout ici de l'aspect médicament. Il nous dit « J'étais particulièrement conscient du problème en raison d'une expérience de première main assez douloureuse avec le DSM-4. En dépit de nos efforts pour dompter une inflation aberrante du diagnostic psychiatrique, le DSM-4, publié en 1994, avait bel et bien été exploité pour faire exploser la bulle. Bien que modeste dans nos objectifs, méticuleux jusqu'à l'obsession dans notre méthode et conservateur à souhait eu égard au produit final, nous avions échoué à prévoir ou à prévenir 3 nouvelles fausses épidémies de maladies mentales chez les enfants, soit l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et la bipolarité. Nous n'avions rien fait non plus pour contenir l'inflation diagnostique rampante qui commençait déjà à étirer les frontières de notre discipline bien au-delà de son champ d'exercice légitime. Si notre DSM-4, pourtant prudent et globalement bien conçu, avait finalement fait plus de mal que de bien, qu'allait-il en être des effets négatifs d'un DSM-5 réalisé avec moins de circonspection? D'autant que cette 5e mouture était motivée par une ambition grandiose, bien que don quichotesque, initier un changement de paradigme en psychiatrie, rien de moins. M. Francis nous dit « Cette fois, les enjeux étaient trop lourds et leur portée trop grande, tant vis-à-vis de ces nouveaux malades, entre guillemets, que de la société tout entière, pour que je puisse me permettre de garder le silence. » La vertigineuse dérive que l'on observe depuis une quinzaine d'années a déjà eu pour conséquence de pousser un nombre considérable d'individus à prendre des antidépresseurs, des antipsychotiques, des anxiolytiques, des régulateurs de l'humeur, des somnifères ou des antalgiques. Nous sommes devenus une société de consommateurs de psychotropes. Lui, il parle aux États-Unis, évidemment. Il dit que dans son pays, un adulte sur 5 absorbe au moins un médicament visé à traiter, entre guillemets, un trouble d'ordre psychiatrique. 11% des adultes, dont 21% de femmes, ont été sous antidépresseurs en 2010. Près de 4% de nos enfants prennent des psychostimulants et 4% des adolescents se voient eux aussi prescrire des antidépresseurs. Et 25% des pensionnaires de maisons de retraite ont déjà consommé des antipsychotiques. Il nous parle du Canada. Il nous dit au Canada, la proportion de psychostimulants a augmenté de 36% entre 2005 et 2009 et celle de certains antidépresseurs de 44%.
Le diagnostic lâche ou approximatif est tout simplement en train de provoquer une overdose nationale. Toujours aux États-Unis, 6% de la population est ainsi accro, nous dit-il, aux médicaments, au point que le nombre de consultations d'urgence et de décès occasionnés par la consommation de psychotropes sur ordonnance est désormais supérieur au nombre de victimes dues à la consommation de narcotiques. Mm-hmm. Or, nous dit-il, prescrit avec nonchalance et légèreté, les produits qui sortent des laboratoires pharmaceutiques peuvent s'avérer tout aussi dévastateurs que ceux qui proviennent des cartels de la drogue. Ce n'est pas peu dire. Effectivement. Et le docteur Francis poursuit en disant « Un cas d'espèce. Depuis 2005, le nombre de militaires américains placés sous traitement psychiatrique a été multiplié par 8, si bien qu'aujourd'hui, 110 000 soldats avaient au moins un ou plusieurs psychotropes par jour, ce qu'ils considèrent comme un chiffre ahurissant, d'où il résulte que des centaines d'entre eux succombent chaque année des suites d'un surdosage accidentel. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais poursuivre éventuellement dans une autre émission. Oui. C'est probablement aussi, juste pour finir, c'est beaucoup de médicaments parce que peut-être nos sociétés sont en perte de sens énormément. Là. Mais ce qui rapporte sur le Canada aussi, je l'avais entendu, qu'effectivement, ça a explosé. Puis évidemment, c'est des coûts pour la société, là, en plus d'être nocif pour les gens. Mais merci beaucoup. Mais le docteur Francis, en terminant, dit qu'il n'est pas anti-médication du tout. Mais je vais y revenir oui, dans la merci semaine beaucoup. prochaine. Donc, sommes-nous tous des malades mentaux? On poursuit en musique à Folie Douce. Je sens le vide autour de moi. Je n'ai jamais compris comment, pourquoi. Les souvenirs qui vont au cœur quand l'amour s'éteint et qu'il meurt. Imaginez ma vie sans toi. Je vis en silence. Je voudrais tout oublier le jour où l'on s'est tant aimé. Je vis en silence. Je voudrais tout effacer pour enfin me retrouver, recommencer. Je dois repenser mon destin et ne plus remettre à demain plus loin. Changer ma vie, mon univers, que tu as mis tout à l'envers. Reprendre enfin ma vie en main. Je vis en silence. Je voudrais tout oublier le jour où l'on s'est tant aimé. Je vis en silence. Je voudrais tout effacer pour enfin me retrouver, recommencer. Je voudrais arrêter le temps, avoir l'envie de vivre tout simplement. Oh, me laisser bercer par le vent et retrouver mon innocence, regagner mon jardin d'enfance. Je vis en silence. Je voudrais tout oublier le jour où l'on s'est tant aimé. Je vis en silence. Je voudrais tout effacer pour enfin me retrouver. Je vis en silence. Je voudrais tant recommencer et ne plus jamais refouler et sortir du silence. Enfin je me retrouverai, jamais
jamais je n'y retournerai au silence. En silence. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En conclusion de cette émission de Folie douce, alors en ma compagnie, Ghislain Malo et Pierre Laporte, on va donc nommer les chansons qu'on a pu entendre dans cette émission de Folie douce. Oui. On a entendu en début d'émission À fleur de peau de Valérie Carpentier. On a pu entendre Danse encore de Eldéane Laflamme. Dans la deuxième demi, on a pu écouter L'ascenseur de Louis-Jean Cormier. Et à l'instant, Je vis en silence de Sandra Dorion. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci à Pierre également pour ta mise en onde. Bienvenue. Et merci pour tes sujets à l'Espresso et Espresso allongé. Tu nous proposais Sommes-nous tous des malades mentaux? Oui, d'après le livre écrit par Alan Francis aux éditions Odile Jacob. C'est intéressant ce qu'il amenait. Donc, ça va nous. Oui, nous j'arriverai avec la suite la semaine prochaine. Ça va nous aider à réfléchir sur la question. Donc, merci beaucoup à nos invités. En début d'émission, Émile Roux nous a parlé d'itinérance dans le métro. Il vient de SDS-VM. On a aussi reçu en début de deuxième demi Alain Labonté qui nous a parlé de son livre Une âme et sa quincaillerie ainsi que son implication en santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine Pierre. Bonne semaine. Bonne semaine Ghislain. Bonne semaine. Et bonne semaine à tous. À la prochaine Folie douce. Au revoir. do do do